de vue. Mathieu Monzou. Bonjour et bonne semaine à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'émission Point de vue sur Zéphyr. Le secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement chargé des affaires politiques, M. Dem Atanchi, est notre invité pour démarrer cette semaine. L'actualité sociopolitique au Togo est au cœur de notre entretien. Le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka, sera avec moi pour recevoir l'invité. Laurent Lorenzo est à la gestion de la console. Mathieu Mozo, c'est mon nom. Bon frère, comment on fait la radio? Il faut écouter Zéphyr, on te dira tout. Zéphyr 92.3. Merci donc de choisir Zéphyr à la 10e heure de ce jour de lundi 16 mai 2022. Notre invité est en studio avec moi, Edem Atanchi, secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement chargé des affaires politiques. Monsieur Atanchi, bonjour. Bonjour Monsieur Mouzou. Merci à vous d'être là dans cette émission. C'est pas votre première fois. Oui, c'est moi. Oui. Habituellement, vous êtes avec nous dans cette émission. Oui, ça fait déjà un moment quand même. Ça fait quelques mois que vous n'êtes pas là. Vous êtes là aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci. Le confrère Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré, qui fait son entrée justement en studio, comme je l'ai annoncé en introduction. C'est avec lui que je vais recevoir l'invité aujourd'hui. Abbas Issaka, bonjour. Merci d'être là. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les auteurs et autrices de la radio régionale. Merci beaucoup. On va commencer par ce petit sujet. Monsieur Edem Atanchi, j'espère que tout le monde va bien chez vous à l'ANC. Certainement. Voilà. Je vous remercie également pour m'avoir permis de m'adresser ce matin au nom de vos partis aux éditeurs de Radio Zéphyr. Je ne savais même pas que c'était une radio régionale. Régionale, bien sûr. Ah, c'est régional. On est écouté à Kara, dans la région de la Kara, de la Savane, de Centrale, sur la 95.5. Ah, d'accord. Et sur le www.zephyr.tg dans le monde. Ah, c'est bien. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà, on va commencer par ce petit sujet. Le baccalauréat première partie ouvre le bal des examens scolaires au Togo. Le bac 1 commence aujourd'hui et prend fin vendredi. Ils sont 75 425 candidats, toutes séries confondues, à affronter les épreuves écrites à partir d'aujourd'hui. Donc, Abbas, l'année scolaire 2021-2022 s'achève comme ça. Les examens donc qui clôturent cette année, c'est le bac 1 qui commence. Tout est bien, qui finit bien malgré quelques perturbations vers la fin de l'année. Oui, effectivement, il faut remercier Dieu que malgré quelques perturbations de ces derniers moments, les enfants ont pu commencer les examens et le bal est ouvert. Je ne pense pas qu'il y aura encore d'autres perturbations puisque c'est déjà lancé et chacun est maintenant concentré sur ses examens. Entre-temps, c'était la semaine passée ou bien la semaine surpassée, le ministre Kokoroko avait interdit même des manifestations ces derniers temps dans les établissements pour permettre aussi aux élèves de se concentrer et d'être concentrés pour cet examen. Donc, ces examens qui ont démarré, on ne fait que souhaiter bonne chance à ces élèves. C'est certainement la première partie des examens. D'ici le 30, il y aura encore le CPD, après le VPC, du 17 au 10 juin, le bac 2 du 20 au 25 juin. Donc on ne va que faire leur souhaiter une bonne chance, qu'ils composent dans de bonnes conditions la manière dont ils ont commencé, que ça soit dans la tranquillité, dans la quiétude, et qu'ils finissent également dans la quiétude. Voilà. Je ne sais pas si M. Atanchi a quelque chose, un mot à placer. Non, bon, en fait, c'est une bonne chose que la fin d'année, on a atteint la fin d'année dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des mouvements, cette fois-ci, qui ont bouleversé en dehors de la maladie, qui ont bouleversé l'évolution normale des cours. On ne peut que souhaiter bonne chance à nos enfants. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de réactions enregistrées après l'attaque terroriste de Kpekpankandi dans le Pendjal dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. 8 morts et 13 blessés, c'est le bilan de cette attaque. Abbas, les Togolais se remettent difficilement de cette attaque ignoble perpétrée contre les forces de défense et de sécurité par un groupe d'individus. Oui, c'est vraiment triste et dommage.
les Togolais se remettent difficilement. Vous avez vu l'ampleur même des réactions de la classe politique et même de la société civile pour condamner cet acte. Parce que, quel que soit le cas, il ne faut jamais souhaiter ce qu'on appelle le terrorisme et le djihadisme dans son pays. Ça ne fait pas du bien pour les populations. Parce que quand ça arrive, ce n'est pas quelqu'un cher, c'est les pauvres populations qu'on tue. Nous avons vu comment ça a commencé au Mali, où c'est les populations locales, pauvres, qui ont fait les frais. Après, ce sont les militaires aussi, les forces de défense et de sécurité, comme c'est le cas chez nous ici, où les gens sont venus tranquillement, ils ont pu pénétrer notre frontière et venir garer leurs motos, prendre le pied, traverser les maisons et venir prendre le camp pendant 3 heures de temps. Donc, ce qui veut dire qu'il faut retrouver de vigilance. Et ceux qui sont là, qui étaient venus pour le renfort, c'est eux qui sont tombés sur les mines artisanales qu'ils ont posées. Actuellement, on ne sait pas comment ça se passe parce que les mines là, on ne sait pas à quel niveau ils ont été posés. Et s'il y en a encore, comment les déminer, tout ça là. Ça ralentit maintenant les activités agricoles des populations locales. Puisque elles vont avoir peur. Elles ne savent pas si en allant au champ, ils peuvent sauter sur des mines. Donc ça, il faudrait que la vigilance soit démise et que chacun puisse savoir comment continuer. Donc moi je dis c'est une mauvaise chose, ce truc de djihadisme où les gens prennent le nom de Dieu, le nom d'Allah pour dire qu'ils combattent. C'est pas ça que Dieu n'a jamais dit de tuer son prochain. Dieu n'a jamais fait de ce djihadisme là dont les gens parlent et ils prononcent le nom Allah Akbar avant de le faire, de poser des actes criminels. Ce sont des fous de Dieu, des satans qu'il faut chercher à tout prix à éliminer et à écarter de toutes les régions. C'est pour cela que je dis, ce combat, ce n'est pas seulement un pays, puisque finalement ça attaque toute la région. Presque la région. Il y en a eu au Bénin, ici, au Burkina on n'en parle pas. Presque les pays de la CEDEAO sont en train d'être atteints. Donc, il faudrait qu'il y ait une collaboration de l'ensemble de ces parties, de ces pays-là, de la CEDEAO, pour venir à bout de ce extrémisme violent, de cette violence-là qui est en train de gagner les territoires. Donc, si on croise les bras, on dit que c'est lui, demain à qui le tour. C'est ça. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble et la collaboration puisse être aussi prompte, aussi sensibiliser également la population, les populations locales, collaborer avec de la collaboration qu'il faut avec les forces de défense et de sécurité. Voilà. Alors, on va donner la parole maintenant à notre invité. On va voir la position de son parti sur cette attaque-là. On sait que, comme les autres partis politiques, l'ANC a également condamné cette attaque terroriste à travers un communiqué rendu public vendredi dernier. Alors, Monsieur Dematachi, comment avez-vous accueilli cette information à l'ANC? L'ANC n'a pas de choix, puisque nous sommes tous Togolais. Nous pensions... Ça fait officiellement 2 attaques, bien sûr. Selon les informations. Bien sûr. Il y en a eu à San Luaga, c'était, je crois, du 9 au 10 novembre 2021. Là, c'était à San Luaga. Voilà. Pepa Kandi. Bon, nous pensions être éloignés de cette situation. On pensait être écartés, mais malheureusement, nous avons été aussi atteints. Bon, l'ANC a condamné ces mouvements fermement. Ensuite, nous souhaitons aussi prompt guérison aux militaires blessés. Nous compatissons avec ceux qui sont morts. Ce qui est important à souligner, c'est que finalement, tel que l'a dit l'ami tout à l'heure, la CEDEAO a échoué. Parce qu'en réalité, la mission fondamentale, c'est de faire en sorte qu'une quiétude soit établie dans notre sous-région. Mais au finish, le djihadisme atteint pratiquement tous les pays. Et jusque-là, nous n'avons pas encore une organisation de cette organisation sous-régionale qui nous permet de croire que dans les jours, les mois à venir, nous pourrions maîtriser la situation. Parce que la lutte ne peut pas être celle d'un pays. C'est une lutte qui doit réunir tous les pays de la sous-région pour pouvoir combattre la chose. Mais jusque-là, je ne vois pas
ce n'est pas aussi clair, l'organisation sous-régionale, qu'est-ce qui se fait? On a parlé du G, c'était le G combien? Le G5. Et finalement, on me dit aussi que le Mali... Le G5 Sahel. Le G5 Sahel. Finalement, le Mali se retire de ce G5-là. Et finalement, la dominance, c'est le Tchad. Et où allons-nous? On se pose la question. Oui, justement, dans le communiqué de l'ANC, vous dites ceci, tout en fustigeant les menaces et les incursions terroristes dans notre sous-région. L'ANC note avec amertume que la recrudescence de ces actes de déstabilisation traduit l'échec de la capacité de la CEDEAO à contribuer à la création d'un espace sûr et sécurisé en gérant dans l'intérêt bien compris des populations les crises naissantes ou existantes. Vous doitez la CEDEAO, c'est comme si elle avait une part. Sa part de responsabilité, elle est très importante. Tout à l'heure, l'ami l'a dit, le directeur de publication du journal Manian Libéré, les assaillants, les djihadistes sont arrivés à moto, ils ont eu le temps de garer leur moto et d'aller à pied à l'intérieur de leur pays. Vous croyez que s'ils n'ont pas des gens impliqués dans leur déplacement, que ce serait facile d'aller prendre d'assaut un camp, de séjourner pendant 3 heures de temps sans que l'armée ne puisse les mater? C'est pour dire que la CEDEAO n'a pas créé les conditions favorables de manière à ce que les populations puissent protéger normalement leur pays. Vous voyez, c'est une affaire de confiance. Lorsque la confiance n'est pas établie, il y aura toujours des brebis galeuses, entre griffes, j'allais dire, qui diront, bon, s'il y a des gens qui peuvent aller faire quelque chose, allez-y, nous on vous laisse le temps. Ils seront impliqués dans des situations du genre, alors que c'est des trucs qui n'arrangent pas notre pays. Vous dites la corruption, les fraudes électorales, les violations de la Constitution, ainsi que des principes de l'état de droit, la misère, le dénouement et le déni de droits des citoyens sont favorables à ce... Bien sûr, je ne veux pas revenir sur les cas, les situations que la CEDEAO n'a pas pu maîtriser au Togo. La violation des droits de l'homme, la violation de la Constitution, la question de la gestion électorale, tout ça là, vous voyez, ça rend les Togolais pessimistes. Ils se posent la question de savoir où est-ce que nous allons et à quelle sauce nous serons mangés. À partir du moment où la gouvernance même, elle est douteuse, hein, nous allons revenir tout à l'heure dans cette histoire de la vie chère, et on se demande où allons-nous. À partir du moment où la CEDEAO n'arrive pas à dire la vérité à ses chefs d'État, à nos chefs d'État qui nous gouvernent aujourd'hui, ben ça ne peut que faire du lit à cette situation-là. Je crois que c'est clair. Je ne sais pas si le confrère a une question par rapport à la position de l'ANC sur cette situation. Pas de question, parce que l'ANC a relaté également les faits. Comment on dit ça, le terreau même du terrorisme. Quand vous prenez aujourd'hui ce qu'on appelle le terrorisme, ça a souvent sa source dans la pauvreté des populations. Nous l'avons plusieurs fois dit dans ce sujet. Les gens profitent de cette situation, de la précarité des populations, et bien ils viennent s'installer. C'est pour cela moi j'ai dit qu'il faut une sensibilisation accrue au niveau des populations. Parce que quand les militaires, les FDS sont là, et les populations civiles sont là dans leur localité, s'il y a une crise de confiance entre les deux entités, il y aura problème. C'est cette crise de confiance qui fait que aujourd'hui les gens ont pu mettre leur moto quelque part, traverser les choses. Même certains disent qu'ils nous ont entendu marcher dans les maisons. Dans les maisons. Vous ne pouvez pas entendre des bruits comme ça en pleine nuit et vous taire. Il faut alerter. Et le problème, comment se fait-il? Les gens sont arrivés prendre assiéger le camp là pendant 3 heures de temps et repartir. Et au sein même du camp, il n'y a pas eu d'échange de tir quand on a constaté qu'il n'y a même pas de blessés ni de tués de la part de l'armée. Bon, dans le camp, ce n'est pas dit, mais non, bon, dans le camp et du côté des terroristes. Et les gens sont repartis. C'est ceux-là qui venaient pour le renfort. C'est pour cela qu'il faut chercher. S'il y a des complicés dedans, il faut les voir. Parce qu'on ne peut pas assiéger un camp et que on reste 3 heures de temps sans échange de tirs
les gens ressortent du camp pour aller reprendre. C'est qu'il y a un problème de confiance, de crise de confiance. Il faut régler ça. Donc, tant qu'on ne règle pas ça, il y aura toujours des problèmes de mésentente entre la population et les militaires. La collaboration ne sera pas ce qu'on veut. Ne sera pas parfaite. D'accord. Alors, ce n'est un secret pour personne. La vie devient de plus en plus chère. Les prix des produits de première nécessité, des produits pétroliers, tout a augmenté partout. Le gouvernement a pris certaines mesures pour lutter contre la vie chère il y a 2 semaines de cela déjà. Alors, au niveau de l'ANC, quel est votre regard sur les conditions de vie des Togolais en ce moment? Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé. Ce qui se passe à Sotobois, je le vis tout de suite ici. Ce qui se passe peut-être aux États-Unis, je suis informé. Ce qui se passe à Dakar, je suis informé. Moi, je constate que le gouvernement prend des mesures qui, je ne veux pas dire mesurettes, je dis bien des mesures qui risquent de ne pas régler le problème de la vie chère. Parce que d'ici à demain, surtout avec cette nouvelle augmentation des prix du carburant, je crains que la répercussion que cette augmentation aura sur les prix, les produits de première nécessité, que d'ici peu de temps, on risque de subir. Vous voyez, lorsque le gouvernement procède à une meilleure gouvernance, de manière à faire rentrer les fonds normalement dans les caisses de l'État, je crois que à partir de ce moment-ci, il lui sera plus facile de venir à bout, c'est-à-dire faire des propositions, poser des actes qui nous aideraient à sortir de la situation. Mais ce que nous vivons là, je me demande si c'est pas une mauvaise volonté de ne pas bien faire, ou bien c'est parce que le gouvernement n'a pas les moyens de mieux faire. Parce que quand on fait le rapprochement avec certains pays de la sous-région, je prends le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, même du Bénin à côté, je crois que les gens gèrent mieux la crise que ce que nous faisons dans notre pays. Parce que ce n'est pas une affaire de tickets dans les marchés, dans ces petits marchés de quartier, tickets de 100 francs, de 150 francs, qui règlent un problème du bol de maïs qui est à 800 000 francs auprès des populations. Ça devient de plus en plus sérieux que les actes que le gouvernement pose ne me convainc pas. Quand on prend le fonctionnaire aujourd'hui, je n'ai pas une idée aussi précise sur le gain petit, c'est-à-dire ce que gagne le dernier des fonctionnaires. Je ne parle pas du SMIC. Le plus petit des salaires du fonctionnaire togolais, si on arrondit ça autour de ces 40 000 francs, et ces 40 000 francs aujourd'hui, ça a quel problème si le fonctionnaire doit se déplacer pour aller au service, aller-retour en moyenne 1000 francs par jour, les 30 000 là sont déjà partis. Mais la suspension de l'avance sur salaire octroyée par le gouvernement, c'est quand même quelque chose. Mais mais bon, de toutes les façons, une autre mesure qui est rejetée dans le temps. Parce que le fonctionnaire appelé à faire le remboursement. C'est suspendu. Bien sûr. Ce n'est pas arrêté. C'est suspendu. C'est suspendu. Il est appelé à rembourser d'un mois à l'autre. Ce qui veut dire que le problème n'est pas réglé, le problème demeure. Donc moi je me dis que le gouvernement doit penser à mieux faire. Oui, vous avez parlé des tickets dans les marchés. Ouais, dans les tickets là aussi, pour 3 mois, les acteurs du marché ne vont pas payer ces tickets. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose? Ça règle quoi? La vendeuse du marché qui donne 150 francs par jour pour payer le ticket. 100 francs, 150, 200 francs par jour pour payer le ticket. Alors qu'à côté, sur 3 mois. Sur 3 mois, écoutez, s'il vous plaît. Sur 3 mois, pendant les 3 mois, elle mange, hein. Bien sûr. Elle n'a pas suspendu non plus. Elle mangeait quand elle payait aussi. D'accord, on veut régler un problème. Ce n'est pas 150 francs, 200 francs par jour qui règle le problème. Il faut penser à autre chose que ça. C'est-à-dire faire en sorte que
tout le monde se trouve à l'aise. Quand on prend le cas par exemple du fonctionnaire, il y a un auditeur qui nous demande même les fonctionnaires sont combien pour que cette mesure profite aux Togolais. Est-ce que même la question du marché, même les tickets du marché, même règle le problème des fonctionnaires? Mais non. La question du SMIC aussi est là. C'est 35 000 francs. Mais les gens sont payés à 20 000 francs. Je connais des jeunes qui enseignent dans les collèges privés qui sont payés à 30 000 francs le mois. Vous voyez? Même, ça n'atteint même pas le SMIC qui est à 35 000. Donc, qu'est-ce que le gouvernement pense de tout ça? Est-ce qu'on va encore laisser les fonctionnaires dans cet état-là? Jusqu'à quand? Ouais, donc, le gouvernement n'a pas encore trouvé de solution. Par exemple, quand on prend le plafonnement des produits locaux et les produits importés, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Est-ce que le contrôle est réellement fait sur le terrain? Est-ce que ce plafonnement, ce blocage des prix des produits sur le terrain est contrôlé? Est-ce que les gens respectent? Parce que tant que le gouvernement prend la décision et ce n'est pas suivi sur le terrain, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Donc, je ne veux pas... Je pense que le gouvernement doit mieux faire. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse de manière à prendre en compte certains éléments, comme les salaires. Il faut augmenter les salaires comme les gens le font un peu partout. Il faut revoir aussi le SMIC pour que la situation s'améliore un temps soit peu pour les fonctionnaires. En attendant que peut-être si le confrère a une question ou un commentaire, mais votre parti par exemple, ou l'opposition d'une manière générale, il y a des partis qui ne font pas de propositions. Est-ce que vous vous contentez seulement de critiquer ce qui est fait? Non, mais on a toujours fait des propositions qui n'ont souvent pas été prises en compte. Et puis, on est à l'aise lorsque vous êtes face à un pouvoir qui a la volonté d'écouter d'abord et de voir dans quelles conditions les propositions qui sont faites par l'opposition peuvent être mises en œuvre. Mais à partir du moment où vous constatez que le pouvoir n'a pas cette volonté d'écouter. Mais sur la vie chère, on n'a pratiquement pas écouté l'opposition. Non, ce que je dis, non, on le dit, je dis, on n'a pas besoin, ce n'est pas nécessairement une lettre officielle qui doit aller. Parce que dans nos débats, nous disons des choses, nous attirons l'attention. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation des salaires. De revoir au moins le SMIC. Vous voyez, et quand certains le font autour de 30, même à plus de 30, la dernière fois au Bénin, ça fait pratiquement 42%. Ils sont allés à 52 000, je crois. Oui, c'est 52 000. Ils étaient à 40 et quelques. Oui, c'est 52 000 plus les 5 000 francs, non? D'accord. Donc ça fait 57 000 environ, donc autour de 42%. Donc c'est pour dire que nous faisons nos propositions d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi des manières formelles que les tests ont prévues, les lois ont prévues, qui permettent au pouvoir en place de voir dans quelles conditions discuter avec l'opposition. Ça existe. Les canaux existent officiellement. Donc il revient de l'opposition. Il revient à Est-ce que le CPC n'est pas un cadre de discussion, le cadre permanent de concertation qui est mis en place actuellement? Je sais que l'ANC y est. Bon, j'ai dit des canaux existent. En dehors de ça, il y a aussi des canaux prévus par la loi. Il ne coûte rien d'organiser et de voir comment discuter avec l'opposition. D'accord. Oui, je ne sais pas si le confrère a une question sur le regard de l'ANC sur la vie chère par rapport au développement de M. Atanchi. Non, bon, par rapport au développement de M. Atanchi, je pense que l'opposition aussi est dans son rôle. Parce que quand elle est en face d'un pouvoir, c'est de relever les points faibles du pouvoir et d'y critiquer. Et de proposer aussi. Et de proposer aussi. C'est là il voulait dire que quand il a dit tout à l'heure qu'ils ont fait des propositions, mais on ne les écoute pas, mais il faut continuer, parce que c'est votre rôle. Ça là même, on aurait même bien voulu voir le président de l'ANC, comme il a l'habitude de le faire, la presse. Voilà ce que l'ANC propose. Avec par rapport à la vie chère. C'est pas même écrire la lettre comme ça envoyée, parce que ça ne va pas s'arrêter dans des débats. L'ANC a l'habitude face à cette situation que nous surtout traversons. La situation politique. Politique. Même souvent, il y a souvent la situation sociale. Quand ça va au pire, l'ANC intervient. Mais par rapport à ça, à la vie chère, on n'a pas vu l'ANC sortir et faire des propositions concrètes.
on ne finit pas de faire les propositions. Même si vous faites les propositions, on ne vous écoute pas. Les populations savent que vous avez fait quelque chose et que vous êtes en train de lutter pour la population. Mais on ne peut pas dire que parce qu'on ne nous écoute pas, on croise les doigts, on les regarde faire. Après tout, nous sommes tous des Togolais et que nous subissons les mêmes choses. D'accord. Quand vous prenez, c'est pour un petit commentaire par rapport au marché. Oui, j'allais même vous poser la question de voir, est-ce que le plafonnement dont le gouvernement a parlé, les mesures prises, est-ce que ça fonctionne dans le concret, sur le terrain? Ça ne fonctionne pas. Nous avons fait un article la dernière fois, la semaine passée, par rapport à ça, pour dire que les femmes rechignent à respecter les mesures, le plafonnement même, dans les marchés. Mais est-ce qu'elles n'ont pas raison? Elles ont raison, mais le problème c'est que vous savez, le gouvernement a pris des mesures pour protéger la population, le consommateur. Finalement, le consommateur n'est même pas protégé. Les mesures profitent aux femmes revendeuses dans les marchés et ça nuit maintenant aux consommateurs. Parce qu'elles profitent des taxes qui sont suspendues. Mais bon, le prix de maïs reste le même. Pas toujours. Elles vont vous dire que moi j'ai acheté mon bol de maïs à 750 francs. Maintenant, on me dit de vendre à 650. Je ne vais pas accepter. Mais c'est ça. Donc c'est pour cela que j'ai dit que ça, ce n'est pas respecté dans les marchés. Et que les populations, c'est le consommateur qui subit tout ça, alors que le gouvernement veut aider le consommateur à avoir au moins la vie qui est moins chère. Mais aujourd'hui, les mesures qui sont prises, ça profite le vendeur, les femmes commerçantes qui ne veulent pas respecter ce qui est là. Au fait, je voudrais compléter. Au fait, ce n'est pas les femmes distributrices qui vendent les produits dans les marchés. Ça profite à ceux qui importent. C'est plutôt ceux qui importent, qui vendent la chose plus cher aux détaillants, et les détaillants sont obligés de faire cette répercussion des prix sur les produits vendus en détail. Sinon, ce n'est pas la femme du marché qui gagne le plus. C'est sur la femme du marché qu'on a demandé d'enlever les taxes pour qu'elle puisse abaisser on n'a pas, les taxes ne sont pas faites pour les importatrices ou bien les grossistes. C'est dans les marchés. Est-ce que des structures de l'État sont sur le terrain pour c'est ça j'ai dit. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait des descentes pour vérifier le plafonnement dont on a fait, parce que c'est bien plafonné et le gouvernement... Il y a un auditeur qui nous dit, apparemment c'est un politique, si c'était nous qui étions au pouvoir, nous aurions une autre façon de lutter contre la vie chère. Justement, c'est ce que nous disons. Faites des propositions. Ouais. Faites des propositions. Si peut-être, je me dis que peut-être la personne est de l'opposition, mais faites des propositions, on va voir si le gouvernement va... Et la personne dit qu'il y a demain gérer la vie chère en déversant sur le marché des denrées alimentaires. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, avec l'ANSAT peut-être. Avec Togo Grain dans le temps, l'éternel problème d'ANSAT. Ouais. Non, en réalité, c'est bien dit que l'opposition doit faire des propositions. Mais vous savez, nous sommes aussi des hommes. Hein. Nous sommes des hommes. Lorsque vous vivez dans votre pays, vous êtes tous des frères, et que certains sont au pouvoir et considèrent les autres comme des vauriens. Mais vous voyez ce que ça donne, que aussi bien qu'en période de crise, tout le monde se sent mal à l'aise. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là pour qu'ils ne continuent pas à vous piétiner? Mais c'est l'éternel problème. Qui est content de voir son frère souffrir de faim? Jamais. Et chacun dans sa maison souffre de faim. Bien sûr. Parce que les difficultés pour faire une sauce aujourd'hui, vous voyez ce que ça coûte. Ouais. Donc ça nous concerne tous. Mais encore que le pouvoir en place constate la nécessité d'approcher l'opposition. D'accord. On revient tout de suite. Une pause. Voilà, nous sommes de retour, juste une petite pause. Il y a un auditeur, un Togolais des États-Unis qui nous dit que le plafonnement ne va jamais être respecté. Hein, on peut tout faire. Mais s'il y a des contrôles sur le terrain, peut-être que ça peut marcher. On va passer à autre chose. Monsieur Atanti, l'ANC continue-t-elle ses rencontres avec les populations à travers les Oui, c'est notre devoir. Un parti politique doit être avec sa base. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, nous venons de très loin, vous-même le savez, depuis 2020. Et ça n'a pas été facile.
Mais nous avons pris les taureaux par les cornes, nous avons repris les travaux et nous sommes sur le terrain. Je crois que ça fait déjà 3 sorties. À Godogan, Baguida et puis récemment ça va se poursuivre. Il faut communiquer, il faut discuter, il faut informer la population, il faut informer les militants, les électeurs pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et quels sont les objectifs de ces meetings et le message véhiculé? Oui, j'ai dit tout à l'heure que nous venons de loin. Il faut expliquer la situation aux Togolais. D'où venons-nous, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. La mobilisation, il faut les mobiliser. Justement, est-ce que cette mobilisation prend? Parce que à chaque sortie, on parle de mobilisation. Est-ce que ça prend? Si les gens ne sortent pas, je crois que les meetings n'auront pas lieu. Nous sommes maintenant dans les meetings de quartier. Prochainement, c'est les élections régionales. Il faut sensibiliser les gens à se faire enregistrer pour le prochain recensement électoral. Et nous parlons aussi de la vie chère. Il faut communiquer, donner les informations, les dispositions que le gouvernement prend. Je crois qu'il faut répercuter cela sur les... Nous faisons aussi nous jouons aussi notre partition. Il faut répercuter les informations du pouvoir en place sur la population. Et quoi encore? Justement, c'est votre rôle de former, les citoyens. Maintenant, l'Alliance nationale pour le changement a un représentant au sein de la CENI. Comment elle compte apporter, l'ANC compte apporter sa contribution pour la réussite du prochain scrutin, notamment les régionales? Vous savez que nous n'étions pas d'accord pour cette composition. Bien sûr, le dernier passage dans cette émission, c'est de cela qu'on avait parlé. Donc, malgré nous, mais nous prendrons les dispositions pour voir comment les élections seront organisées. J'ai dit tout à l'heure que nous avons commencé déjà par informer les populations de s'apprêter pour le recensement électoral. Bon, un représentant de l'ANC à la CENI, bon, on y est. Vous auriez voulu combien? Non, parce que vous partagez 3 places avec d'autres partis tout en respectant ce que la CEDEAO avait proposé au Togo, c'est 8 plus 1. Le gouvernement a rechigné tout ça là et a fait ce qu'il veut. Donc bon, on est là, on verra la suite. Voilà. Nous avons fait des propositions sur les dispositions à prendre de manière à organiser les élections transparentes au Togo. Tout ce que nous avons fait comme proposition. Certaines propositions sont prises à moitié. On se demande comment... La question, par exemple, du recensement électoral. Je ne sais même plus dans quel pays on fait un recensement sans pièce d'identité. Le témoignage, je crois que ça va encore recommencer. Si le recensement électoral recommence encore par le témoignage, vous voyez encore là où nous allons. À cette fin du 21e siècle, on est encore à cette étape-là. Je suis désolé. On nous a parlé d'identification des personnes physiques. Où en sommes-nous avec? Rien n'est dit jusque-là depuis la clôture de cette rencontre politique-là entre partis politiques, des acteurs politiques. Il y a le CPC qui est là, le cadre permanent de concertation. Ça a eu lieu combien de fois? On a discuté de quoi? Posons-nous la question. Donc c'est pour dire que tout ça là, à partir du moment où le pouvoir n'a pas la volonté politique de mieux faire, nous serons toujours au bon point en termes de piétiner. Je ne sais pas. Nous avons parlé, nous avons fait des propositions, nous avons écrit des propositions, mais le pouvoir fait à sa tête. Pour le moment, la cohabitation ne pose pas problème avec votre représentant à la CENI. C'est vrai que le bureau vient d'être mis en place. Pour le moment, qu'est-ce que notre représentant là, il est là, qu'est-ce qu'il peut faire parmi... C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais pas une goutte. Vous êtes avec l'ADI et le PSR. Ah, d'accord. Donc ça fait 3. Ça fait 3. Bon, qu'est-ce qu'il puis il y a l'opposition parlementaire. Non, le problème n'est pas là. Non, s'il vous plaît. Le problème n'est même pas là. Le problème, c'est une question de loi. À partir du moment où les lois sont faussées, ceux qui vous représentent dans l'institution ne peuvent rien faire. On va leur exhiber la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez tourner en rond, on va vous dire. C'est votre cas quand vous y étiez, parce que vous savez que vous avez fait la CENI. Voilà. Donc,
le pouvoir ne veut pas avancer. Le pouvoir ne veut pas moderniser les tests. Le pouvoir préfère s'accrocher. Ouais, je vais vous dire ceci. Aujourd'hui au Togo, l'opposition démocratique ne peut pas porter plainte au niveau de la Cour constitutionnelle parce que ne réunissant pas le nombre de députés pour porter plainte à la Cour constitutionnelle. Est-ce que l'opposition doit être nécessairement à l'Assemblée nationale et réunir le quota de quoi 7 députés pour pouvoir porter plainte à la Cour constitutionnelle? Ou est-ce que ça donne? Ce qui veut dire que le pouvoir en place peut violer les textes, violer la Constitution autant qu'il voudra et personne ne pourra rien dire au point de vue constitutionnel. On ne donne pas les moyens de porter plainte. Nous avons toujours dit dans ce pays quand même qu'il faut donner les moyens aux organisations de la société civile, aux partis politiques, même aux citoyens, de porter plainte à la Cour constitutionnelle, comme ça y est dans beaucoup de pays. Mais après les élections, par exemple, sur le contentieux, les partis politiques avant d'aller aux élections, donc, il faut laisser la violation des lois s'établir, aller aux élections avant de porter plainte. Il y a problème. C'est un élément qui, moi, à chaque fois, je me plains pour ça. Ce n'est pas possible qu'on soit dans un pays qui se dit état de droit et qu'on ne soit pas à même, en tant que citoyen, de porter plainte lorsque l'État viole les tests. Lorsque l'État viole les tests, on n'a pas les moyens de porter plainte à la Cour constitutionnelle, même quel que soit ce qu'elle est. Qu'on nous donne au moins les moyens de porter plainte d'abord. On n'a pas besoin d'être nécessairement à l'Assemblée nationale avant de porter plainte. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Vous encaissez, vous ne pouvez pas réagir parce que les tests ne vous permettent pas. On vous dit observez les tests nationaux, alors que vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc c'est pour vous dire que le pays, on continue d'avoir des problèmes à partir du moment où l'État ne veut pas avancer. L'État ne veut pas moderniser les lois. Ça pose problème, monsieur Mouzou. Je ne sais pas si le confrère a une question sur le processus, en tout cas la CENI. On sait que l'ANC est là avec un représentant aux côtés de l'ADI, du PSR comme parti extra-parlementaire, aux côtés des partis parlementaires. Ouais, je voudrais dire que par rapport à tout ce qui se passe actuellement, est-ce que l'opposition ne soit pas responsable depuis 2018 jusqu'à ce jour où la démobilisation a été faite au niveau de population et que c'était une erreur pour l'opposition de rater les législatives de 2018. Parce que là, ce qui se passe actuellement, quand il parle des lois, si l'opposition était là à l'Assemblée, cette opposition extra-parlementaire, mais l'opposition puissante comme l'ANC, si l'ANC était là, des propositions de loi devaient être faites en ce sens et faire des coulisses pour permettre au fait que s'il y a violation des tests, on peut porter la plainte devant la Cour constitutionnelle pour voir l'inconstitutionnalité de cette loi. Mais ça n'a pas été fait parce que ça fait qu'aujourd'hui l'opposition se trouve en position de faiblesse, parce que quand l'opposition a une force derrière elle, il y a problème de gestion de cette capacité d'aller de l'avant. Donc ça, depuis toujours, ça fait 30 ans qu'on traîne avec les mêmes choses et les mêmes circonstances. Et quand on évolue, quand l'opposition est au bout des choses, du tunnel, c'est fini, quelqu'un dit ici, c'est pas moi, ça ne peut pas aller. Ça casse. Donc cette histoire de choses-là, je ne sais pas comment l'opposition va gérer ça entre elles. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, 2022, où nous sommes là. Comment est-ce que au niveau de l'ANC, vous pensez gérer ça? Parce que l'ANC a subi des coups durs. Très dur. Très dur. Des coups durs, et ça a fragilisé également l'ANC à son sein. Et ça démontre le score qui a été fait en 2020 pour l'élection. Donc, comment au niveau de l'ANC, vous pensez redonner confiance et espoir à la population pour la remobilisation, comme vous êtes en train de faire les tournées, les meetings? Il reste que vous allez à l'intérieur aussi pour mobiliser. Et deuxième question, est-ce que lors de vos mobilisations, est-ce que vous avez des difficultés à mobiliser?
vos militants. Parce qu'on a des plaintes quand même de certains regroupements. Ouais, en fait, c'est vrai que nous avons de sérieux problèmes au niveau de l'opposition. Moi, honnêtement, quand nous sommes rentrés au pays pour défendre les causes démocratiques, nous pensions que les conditions étaient réunies. Et malheureusement, l'opposition togolaise a des problèmes. On ne peut pas se l'empêcher. La seule solution qu'il y a, c'est de jouer aussi sa partition. Ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer les informations. Parce qu'on ne peut rien bâtir sans informer. On ne peut rien bâtir sans sensibiliser. Et c'est le devoir d'un parti politique. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est très difficile. C'est très difficile parce que les populations sont découragées de la lutte. Mais nous avons repris. J'ai été favorablement surpris lorsque, au lendemain, je crois que ça fait l'année passée, nous avons fait une tournée nationale dans nos fédérations. On ne s'y attendait pas. Tel que l'accueil a été fait, tel que les discussions ont été organisées, les échanges, les propositions, moi je pense que si nous avons les moyens, parce que c'est une question aussi de moyens, je vais parler non seulement de moyens financiers, mais de moyens humains. Les moyens humains existent. Là, il y en a. Les moyens humains existent. On dit que vous avez aussi les moyens financiers. Oui, il paraît, les gens, il paraît que nous avons les moyens financiers. Mais ce n'est pas chose facile. Et ils n'ont qu'à faire l'effort de nous approcher pour voir comment ça se fait. Comment nous arrivons à avoir les moyens financiers. Ce n'est pas aussi facile comme les gens le pensent. C'est des sacrifices. Les gens ont une confiance au parti et continuent par se sacrifier en mettant leurs petits moyens à la disposition du parti pour faire le travail. Donc, l'ANC a décidé de reprendre le travail de sensibilisation et de faire en sorte que demain, qu'il puisse répondre qu'il a joué à sa partie. La seconde question, monsieur le journaliste. Les difficultés rencontrées pour les meetings. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, des empêchements ou tout se passe bien? Ce que nous autres, nous faisons souvent et que les autres ne comprennent pas, c'est que nous faisons l'effort d'être dans ce que prévoit le test. Si c'est des réunions formelles, publiques, dans la rue, tout ça là, les tests ont prévu quelque chose, nous respectons le minimum. Maintenant, s'il y a des choses à régler, il revenait à l'administration, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale nous appelle et on en discute, on échange avant de lancer le processus. C'est ce que nous faisons. Pour la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous voulons rester dans le temps imparti par la loi. Nous voulons respecter un temps soit peu ce qui est prévu par, même si cette loi ne nous convient pas, nous faisons l'effort, ça reste la loi, nous faisons l'effort de respecter le minimum de cette loi-là, le temps que le ministre nous appelle et que nous en discutons. Voilà ce qui se passe. Et souvent, nous demandons aussi que le ministère nous facilite la tâche. Parce que vous ne pouvez pas déclarer ou dire que vous êtes dans un état de droit et au même moment, vous envoyez des militaires, des gendarmes empêcher des manifestations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord. Donc, en gros, je me répète pour dire que nous faisons l'effort d'envoyer l'information nécessaire prévue par les tests, même s'ils ne sont pas d'accord avec les tests, et à la discussion organisée par le ministère, nous disons ce qu'il faut faire pour faciliter les réunions. Voilà. Oui, Abbas? Oui, c'est une bonne démarche, une procédure dans un état de droit, comme on le dit. Mais ça fait qu'aujourd'hui, il y a certains de vos détracteurs qui disent que c'est parce que vous êtes à la mairie, vous avez décidé de collaborer avec le pouvoir, que vous avez les facilités pour organiser vos manifestations sans être empêché comme les autres partis le font. Non. C'est vos détracteurs, ça. Bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais c'est que ces positions-là ne nous avancent pas. Ça ne nous avance pas. C'est ça. Ça n'avance pas le pays. Est-ce que le grand frère pense, disait? Nous faisons... Bon, regardez, nous allons en tournée dans le Nord. Nous allons en mission dans le Nord. Parcourir
jusqu'à 5KC. Moi, je suis allé 2 fois dans le Nouveau Monde là, perdu dans Sitobois là. Djarpanga. Est-ce que vous êtes allé là une fois à Djarpanga? Le mont. Oui, plein de monts là. Tu es allé là, monsieur Mouzou? Non, il faut aller là. Faites l'effort d'aller à Djarpanga, passant par Sokole. Mais c'est encore maintenant, ça va. Bon, je ne sais pas. Maintenant, ça va un peu. Je ne sais pas. Mais allez-y là-bas. Mais vous prenez la voie avec votre voiture ou même votre 4x4 et allez à Djarpanga pour faire 3 heures, 4 heures de temps de Sokole à Djarpanga. Mais c'est un monde. Et vous ne voulez pas prendre vous-même les dispositions de protection qui existent. Prenez les dispositions de protection, le minimum qui existe, et puis on verra le reste. D'accord, le temps avance. Il y a notre ami politique là qui nous dit... Non, nous n'avons aucune relation particulière avec le pouvoir en place. Nous demeurons dans l'opposition et nous disons au pouvoir ce qui ne nous convient pas à tout moment. Je crois qu'ils sont là pour témoigner, à moins qu'ils posent ce soir de mauvaise foi. Voilà, notre ami politique nous dit si l'opposition extra-parlementaire était là au Parlement, nous n'aurions pas eu la limitation de mandat et que c'est Dieu qui a voulu qu'elle ne participe pas à cette élection de 2018. Elle est toujours exigeante et des fois laisse passer l'essentiel. Bon, c'est son point de vue. Au moins les monocolores nous ont offert la limitation de mandat. Limitation de mandat. Oui, le mandat présidentiel en 2019. Ce qui a été fait en mai 2019. Les 30 ans, 35 ans là, c'est ça? Cette limitation de mandat nous amène à 30 ans avec foi ou bien 35 ans avec foi, c'est ça? C'est ça qu'il parle? Pratiquement n'a rien dit. Monsieur Attention, on se rappelle après l'adoption de la loi portant code électoral, vous l'avez dit, vous avez critiqué la composition actuelle de la CENI. Les mauvaises langues avaient prédit que l'ANC n'enverra pas de représentant à la CENI. Mais on va dire, les critiques sont là, mais la réalité est également là. Ouais. Nous avons décidé d'être à la CENI pour voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, l'ANC sans doute sera au régional l'année prochaine. Pour le moment, nous n'avons pas encore décidé si nous participons ou pas. Mais nous sommes un parti politique. Je crois que le parti politique organisé doit pouvoir se préparer à tout moment pour toute élection. On verra comment la préparation sera faite et le moment venu, on va se prononcer s'il faut aller ou bien s'il ne faut pas. Mais si vous avez un représentant à la CENI, c'est déjà un signe. Bon, c'est un droit d'avoir un représentant à la CENI et ça ne suffit pas. Ce n'est pas une condition suffisante. Voilà, et un autre auditeur, toujours des États-Unis, qui nous dit qu'il vaut mieux abandonner les régionales pour se concentrer sur la vie chère, mettre les moyens pour trouver des solutions. Je ne sais pas si M. Atanji partage. Non, je ne partage pas cela. Vous savez, oui, un journaliste aussi l'avait dit, développé dans son média, que les élections régionales constituent aussi un contre-pouvoir. Si vous ne maîtrisez pas bien ce qu'on appelle la décentralisation, il vaut mieux aller faire des recherches dessus. Oui, c'est très important. Ça participe au développement. Ça, non seulement participe au développement, si la décentralisation est bien appliquée. Bon, en réalité, la loi sur la décentralisation aujourd'hui au Togo a l'air de réunir les conditions d'une bonne loi, sauf elle a chuté au niveau de la création du DAGLE, du district urbain du Grand Lomé. Ça, c'est une organisation qui ne rentre pas dans les principes de la décentralisation. C'est là où la loi a échoué. Sinon, les principes, la plupart des principes, les principes d'autonomie des autorités locales, les principes de responsabilisation de l'autorité locale, je veux parler du maire, les principes présidents de région, les principes de tutelle. Parce que la tutelle, ce n'est pas la hiérarchisation. C'est-à-dire que la tutelle est assistée d'un certain nombre de lois qui permet à l'État de superviser ou bien de faire le suivi des collectivités territoriales. Donc c'est pour dire que en réalité, tel que la loi l'a prévu, si on n'intégrait pas cette histoire de la création du district urbain de Grand Lomé, les normes sont réunies pour une bonne décentralisation au Togo.
Est-ce que la création du district autonome de Grand Lomé empêche quand même... le district urbain de Grand Lomé n'est pas une collectivité territoriale. Ce n'est pas une collectivité territoriale. Parce qu'une collectivité territoriale, les conseillers sont élus. Ici, le district a prévu moitié d'élus et moitié nommés. Et le patron sera un nommé. Non, ça, ce n'est pas une collectivité territoriale. C'est ça surtout qui a fait chuter la loi sur la décentralisation. Ça nous amène à vous poser la question de savoir comment se passe aujourd'hui la gestion des communes. Vous êtes un élu local, vous êtes conseiller à la commune Golfe 7, c'est bien cela. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Mais avant de venir à la gestion des collectivités territoriales, je voudrais parler toujours de l'organisation des élections. Des élections régionales. Tout récemment, le gouvernement a fait voter une loi qui crée les régions. Et quand vous rapprochez cette loi à la création du DAGL, c'est-à-dire du district urbain de Grand Lomé, il y a problème. Ce qui veut dire que au Togo, par rapport à la loi, il y a 5 régions. Et ce qui est prévu dans la loi sur la décentralisation, c'est que la supervision des régions est faite à la fois au niveau de décentralisation par le président de région, qui est un élu, et par le gouverneur qui est nommé par l'État. C'est ça le principe énoncé dans la loi. Mais le cas de la région maritime, qui devrait être aussi ainsi, on crée maintenant le district urbain de Lomé, ce qui veut dire que dans la région maritime, les préfectures du Golfe et d'Agoué, Nivé, sont presque exclues. Je ne sais pas si vous me suivez, sont exclus de l'élection régionale. Faites le rapprochement. À partir du moment où on dit, au fait, il n'y a pas encore, comment dit-on, un décret d'application de cette loi-là qui organise comment les choses seront faites. Mais quand vous faites un rapprochement, une bonne lecture de la loi sur la décentralisation, et en ce qui concerne la création du district urbain de Grand Lomé, mais je me pose la question de savoir, ça va se passer comment? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on parle de district autonome? Mais si district autonome, cela veut dire que les 2 préfectures-là ne vont pas élire leurs conseillers régionaux. C'est que ça se prévoit là. Cela veut dire que Grand Lomé, composé des 2 préfectures-là, aura à la place d'un élu régional, d'un nommé plutôt, d'un élu, parce que Grand Lomé aussi peut constituer une région spéciale. D'accord. Elle peut constituer une région spéciale. Est-ce que vous voyez? À l'intérieur de laquelle on peut faire élire aussi un conseil régional. Et ça les oblige aussi à élire un président régional. Et à côté, nommer un gouverneur. C'est ce que je suis en train de dire, que ils ne peuvent pas, parce que ça va créer des problèmes. On ne peut pas écarter près de 2 millions d'électeurs en ce qui concerne l'élection régionale. Ce n'est pas possible. Ça va nous amener d'abord à la violation de la Constitution et à l'injustice. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections régionales sur le plan national et les populations de la préfecture du Golfe et de la préfecture d'Agoué ne vont pas élire leurs conseillers régionaux. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, je vais attirer l'attention que s'ils tiennent à créer le district urbain de Grand Lomé, ça n'a aucun problème. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que tout le monde élise son conseiller régional. D'accord. C'est très important. Le temps va partir, mais on va conclure par la gestion des communes. On va conclure avec ça. En tant que conseiller, comment ça se passe? Est-ce que ça répond à vos aspirations? Non, bon, en fait, moi je dis que, bon, certes, on le dit que c'est un début de la décentralisation. Bien sûr. Il y en avait. On vient de reprendre encore. Mais heureusement que j'ai été élu conseiller municipal. Heureusement.
Et l'expérience que je suis en train de vivre me permet de confirmer certaines idées que nous avons sur la gestion de notre pays. À quelques exceptions près, c'est la catastrophe. C'est pas trop dur ça, monsieur? Oui, non, je crois que c'est pas trop dur. Je crois que le pouvoir même est là, à quelques exceptions près, hein, je ne dis pas tout le monde. C'est la catastrophe. Et le pouvoir... Les gens n'ont pas la maîtrise de la gestion. Bon, on y reviendra parce que s'il faut aller dans ces détails-là. D'accord. On trouvera l'occasion. Il faut trouver l'occasion. Ouais. On y reviendra pour donner. Parce que vous êtes aussi spécialiste du domaine. On peut revenir. On va y revenir. Il faut trouver au moins 2 heures de temps pour donner quelques précisions sur la question. On va y revenir. Merci beaucoup, monsieur Atanchi, d'être avec, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci également Abbas. Abbas, on se retrouvera forcément. On se sépare ici pour ce rendez-vous. Le prochain, c'est mercredi à la même heure. Merci pour votre fidélité légendaire. Laurent Lorenzo à la mise en onde, Mathieu Mouza à la présentation. Encore une fois, excellente semaine à toutes et à tous. Tous ceux qui nous ont envoyé des messages, merci à vous. À très bientôt.